Depuis le changement de la constitution au Togo avec les résultats qui s'en étaient suivis, octroyant la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale au parti politique UDIR, l'opposition togolaise, quant à elle, est sortie complètement déplumée, plongeant ainsi le Togo dans un monolithisme politique de fait. Qu'est-ce que cela augure? Est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie togolaise, etc. Nous en parlerons ce soir avec notre invité du jour. Il s'appelle Credo Tété, le directeur de publication du journal Le Médium, qui n'est quand même pas à son premier passage ici. Monsieur Credo Tété, bonsoir. Bonsoir Roger, tout le plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. J'avoue, c'est toujours un plaisir pour moi de faire cet exercice de réflexion. Le plaisir est partagé, vous nous avez manqué ces derniers temps, vous n'êtes pas revenu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le plus important c'est que finalement, vous êtes là. Oui, comme je le dis, je suis là. J'étais beaucoup plus pour le clair du temps à l'extérieur, mais je suis arrivé et je n'ai pas hésité à répondre favorablement à cette invitation de Voice Africa. D'accord. Alors, je présentais un tableau tout à l'heure que vous connaissez très bien. Une opposition complètement affaiblie, déplumée. Un parti au pouvoir sorti quand même avec une majorité écrasante, sinon la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale. Je l'ai même dit que ça plonge le Togo dans un monolithisme politique de fait. Qu'est-ce que cela augure? Non, mais moi, je ne parlerai pas de monolithisme politique parce que s'il faut parler même de monolithisme politique, il faut faire, pour une meilleure compréhension pour les téléspectateurs, aller dans l'histoire parce que le monolithisme, on l'a observé depuis les années 1800. Si nous prenons par exemple le système politique français de 1800 à 2000, c'est surtout à partir de l'année 1940 qu'on a senti une certaine verve pour ce qui est du monolithisme politique parce que en ce moment-là, il y a déjà eu plus de 4 millions de sujets d'appel ou bien de consécration de ce monolithisme. Maintenant, si on veut appliquer le monolithisme comme reflet de ce qui est fait par les médias, je prendrai toujours comme exemple l'un des médias les plus lus en France, le journal Le Monde. Si nous prenons la même période aussi, donc on dira que dans le journal Le Monde, on a déjà évoqué ce sujet de monolithisme politique au moins avec plus de 2 millions de fois. Donc, c'est dire que s'il faut parler d'un monolithisme dans sa force, disons, conceptuelle, donc on fait allusion à la rigidité d'un système. Maintenant, si on l'applique à la politique et dans le contexte togolais, je ne parlerai pas de monolithisme aujourd'hui, de monolithisme politique aujourd'hui. Je serai plus à l'aise lorsque on compare le temps de feu général Gnassingbé Eyadema. En ce moment, on pouvait parler de monolithisme. Aujourd'hui, la démocratie est assez vivante. Il y a ce qu'on appelle le multipartisme qui prospère au Togo, oui, mais il faut avec ne des faut partis pas complètement quasi inexistants. non des partis. C'est pour ça que j'ai parlé de monolithisme de fait. Oui, si les partis politiques aujourd'hui, surtout ceux de l'opposition, n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, ce n'est pas, disons, le péché mignon du parti au pouvoir. Vous savez que c'est le péché du parti au pouvoir. Je ne voudrais pas vous prêter aussi l'intention, mais je dis, lorsque on parle d'un monolithisme politique de fait, donc c'est en comparaison à une certaine situation. Et la situation, on ne peut comparer que deux choses qui sont comparables. Aujourd'hui, nous avons le président Faure Gnassingbé qui est au pouvoir, que nous devons comparer sa gouvernance à celle de son feu papa, le général, le père de la nation, le général Eyadema. Donc, autant du général Eyadema, je pouvais aussi accepter qu'on puisse parler de monolithisme politique en ce sens que tout ce qui concourt même à la définition, disons à l'établissement même de ce domaine de définition de monolithisme politique aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Autant d'Eyadema, on ne pouvait même pas, j'avoue, tenir ce plateau à l'endroit des Togolais, même de nos frères, de toute la diaspora africaine. Donc, ce sont des choses. Aujourd'hui, au temps de Faure Gnassingbé, nous avons au moins cette liberté d'expression. Il y a cette liberté même, la parole qui est libérée. Maintenant,
si nous voulons revenir, disons, au travail sur le terrain des partis politiques de l'opposition, parce que dans votre introduction, vous en avez fait cas, et la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui donne une écrasante majorité au parti au pouvoir unir, mais ce n'est pas la faute du parti unir d'avoir mis des stratégies qui ont payé au bout du rouleau. Mais il faut interroger l'inaction, le manque de stratégie, l'absence même d'idées novatrices pour la conquête du pouvoir. Avant d'aller peut-être sur ce terrain, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure la période Eyadéman. Et j'allais justement vous poser la question de savoir, est-ce que la période que nous sommes en train de vivre actuellement ne ressemble peut-être tel pas à cette période justement d'Eyadéman où il y avait déjà même avant Eyadéman, la période de 61 jusqu'aux années 89, disons 90, où il y avait c'était une période marquée par la puissance du parti unique, parti-État. Aujourd'hui, avec ce qu'on a en face, est-ce qu'on n'est pas en train de replonger dans cette période avec les libertés d'expression qui sont relativement restreintes? Des fois, on autorise des manifestations, d'autres fois, on les interdit. Ça dépend peut-être des humeurs ou peut-être des intérêts. Est-ce que ça ne ressemble pas? Est-ce qu'il n'y a pas de similitudes entre ces deux périodes? Non, je dirais, lorsque vous êtes devant un chef-d'œuvre d'un artiste, vous avez la latitude d'employer les angles d'interprétation, de compréhension. Donc, je vous concède cette analyse de la situation, mais je dirais que cette analyse souffre un peu d'insuffisance parce que en évoquant la période de Feu Gnassingbé Eyadéman, en la comparant avec celle de Faure Gnassingbé, donc l'écart est trop grand. Donc il faut voir que il faut avoir cette humilité de reconnaître que les choses ne sont plus comme avant sur le plan politique, et même au sein des partis politiques, il existe aujourd'hui une certaine audace pour dénoncer ce qui ne va pas. Au temps d'Eyadéman, c'était difficile, même pour avoir le qualificatif de l'opposant, c'était difficile. Vous êtes opposant, vous concédez que vous êtes opposant dans votre chambre, mais sur la place publique, vous ne pouvez pas revendiquer. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons les acteurs politiques togolais, du moins ceux qui ont encore le courage de rester sur le territoire, donc il faut leur tirer chapeau, ce n'est pas facile aussi leur rôle. Mais moi, je voudrais réfléchir dans une autre dimension. Aujourd'hui, la classe politique de l'opposition semble morte parce que cette classe politique n'a pas su se donner les outils nécessaires pour parvenir à un rapport de force avec le parti au pouvoir. Et vous savez, il y a un problème aussi de renouvellement même de la classe politique. Justement. Et si nous voyons l'historique même des leaders au niveau de la classe politique de l'opposition, certains sont partis, certains ont créé leur parti comme une microfinance, donc c'est-à-dire ils sont le président du conseil d'administration à vie, mais ils n'ont pas su léguer cet héritage-là à leur jeunesse. Et aujourd'hui, vous allez voir, certains sont aujourd'hui décédés, je ne vais pas donner le nom, mais si leur parti n'est pas décédé, n'est pas mort, donc il faut voir qu'il y a des problèmes au sein de la conduite même des affaires de la cité. Donc, bref, le monolithisme politique ne peut pas avoir cette réalité au Togo du moment où aujourd'hui on parle de désert de l'action politique, sinon du désert politique au sein de la classe politique de l'opposition. On dit souvent que, vous connaissez sans doute cette citation, cet adage qui dit que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a même un constat sur lequel je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que de plus en plus, les populations togolaises ont faim. La misère ne cesse de progresser, avec le vent de liberté et puis de changement qui souffle un peu partout en Afrique. Toujours en référence avec les périodes peut-être des années 90, etc., ou bien parallèlement. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que si la faim progresse comme ça, la misère continue de gagner en popularité, est-ce qu'il n'y a pas de risque que les événements tragiques, regrettables dans un certain nombre de pays en Afrique, puissent se produire ici?
Je ne voudrais pas vous prêter l'intention. Je serais animé d'une mauvaise foi que je dirais, est-ce que vous souhaitez cela pour notre cher pays, le Togo? Ce n'est pas. C'est une analyse, Ce n'est pas votre souhait aussi. Mais il faut dire que ce qui se passe autour de nous dans la sous-région doit être sujet à réflexion, je l'avoue. Mais cela ne voudrait pas dire que si ça a pu avoir lieu dans les pays de l'AES, donc systématiquement, ça peut venir ici. Donc ce n'est pas. Je n'ai même pas nommé le pays de l'AES. Non, mais moi je donne, c'est moi qui porte la réflexion, ma réflexion en moi. Donc je dis, ce qui se passe, c'est moi qui porte cet exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES, donc on ne peut pas dire ipso facto que ça peut ou ça ne peut pas se faire, se reproduire dans notre pays. Mais nous n'allons pas. Vous savez, nous avons un avantage aujourd'hui au Togo, c'est que nous évoluons malgré tout, malgré les divergences de points de vue dans un climat assez apaisé, assez sécurisé. Et le climat apaisé et sécurisé s'applique aussi par ricochet à l'espace politique avec toutes ces expressions. Vous voyez, si nous parlons de multipartisme aujourd'hui avec plus de 100 partis politiques, sinon 120 ou bien 117 partis politiques. À peine 5 ou 6 sont peut-être actifs. 5 ou 6 sont actifs, donc là, il faut tirer fière chandelle à ces 5 qui ont compris que lorsqu'on met en place un parti politique, il faut se donner les moyens de réalisation de soi. Et vous savez, lorsque on veut entreprendre toute action humaine qui vise le développement de l'humain avec grand H, donc il faudrait se donner une certaine vision. Et lorsque vous êtes arrivé à vous déterminer cette vision-là, la seconde étape, c'est de s'assigner une mission. Et lorsque vous êtes assigné cette mission-là, il faut voir quelles sont les stratégies, les outils qui pourront me permettre d'atteindre cette mission pour aboutir à cette vision. Donc là, moi, je dirais oui, c'est vrai. Donc, chacun souffre, mais nous souffrons à des degrés différents. La population, les cris des populations togolaises sont des cris qui rentrent dans les oreilles de tout un chacun. Vous et moi, nous souffrons aussi, mais nos degrés de souffrance, c'est chacun qui l'apprécie. Donc, toujours est-il que il faut, ceux qui ont aujourd'hui, cette amabilité d'être au devant de la scène politique, de conduire les actions de développement du pays, il faut attirer leur attention sur les points où ça ne va pas. Et lorsqu'on dit attirer l'attention de quelqu'un qui est dans l'exercice de son pouvoir, il ne suffit pas seulement de vociférer, de jeter de l'anathème sur cette personne, mais par pédagogie, on peut amener aussi cette personne. C'est là où j'emploie et j'aime employer ou je vénère, disons, une citation de feu Monseigneur Nicodème Bariga. Il dit, fais ta part. Donc, chacun doit faire sa part. Et nous, en tant que Togolais, en tant que citoyens, en tant que partisans de tout parti politique, quelle est ma part que je dois jouer? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que je dois toujours végéter dans l'inaction et dire que ce sont les professionnels de l'opposition, les éternels politiques qui vont conduire mes aspirations à un certain moment? Il faut que ma voix porte. Et si ma voix doit porter, c'est surtout à la base. J'apprécie quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de justement parler du fait que chacun doit faire sa part. Il faudrait que les cris de population, etc., nous puissions tous ensemble attirer l'attention des gouvernants là-dessus. C'est ça. Non, je suis d'accord et je crois que en faisant même ce débat d'idées, en faisant cette réflexion, nous sommes en train de faire notre part parce que nous plantons le décor, nous favorisons la réflexion. À travers nos débats, j'avoue, nous n'avons pas la science infuse. Roger, vous et moi, nous n'avons pas la science infuse. Nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent aujourd'hui à la télé. Mais lorsque nous égrenons des points de notre chapelet de réflexion, c'est que ça peut amener d'autres personnes qui sont dans l'inaction, dans l'inactivité, à poser des jalons pour, dans un premier temps, leur meilleur devenir. Et si l'humain est dans de très bonnes conditions, ça rejaillit toujours sur la société. Et vous savez, il y a un point que vous avez soulevé tantôt, il faudrait que des actions soient implémentées et que au centre de ces actions, qu'on puisse parler et qu'on puisse placer l'humain avec grand H, l'homme. Et là, c'est, disons, ce plaidoyer, c'est à l'endroit des autorités du pays, des gouvernants, essayer de soulager un tant soit peu les peines de ces populations.
attention, vous faites des efforts, oui. mais on dit toujours, Oui. lorsqu'on nous notait, on notait nos copies, on dit peut mieux faire. Ouais, Donc, c'est ouais. dire que chacun peut mieux faire. Oui, alors, Credo Tété, là où je voudrais justement attirer votre attention, c'est ceci de façon très claire. Regardez, nous sommes là et quasiment chaque mois, chaque 3 mois, ou en tout cas chaque année, on apprend que le Togo est premier en termes de ceci, doing business, premier ici, deuxième, etc., premier, et ce sont des rapports dont nos dirigeants sont fiers. C'est de bonne guerre. Mais pour des gens qui sont fiers de ces genres de rapports, qu'est-ce que vous allez leur dire maintenant? Et ils vont comprendre que ça ne va pas. Parce que tous les rapports au plan international, disent clairement, oui, que ça va, le Togo, c'est un bon pays, il faut bon vivre. Comment est-ce qu'on peut dire à ceux-là maintenant? On va leur dire que les rapports internationaux ont menti? Non, il y a quelques années, moi, je suis toujours optimiste. Les problèmes sont là, nous vivons avec les problèmes. Les problèmes cheminent avec l'humain. Donc, cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas manœuvrer, on ne doit pas agir pour transformer ses faiblesses en force, ses défauts en qualité, ses problèmes en des résultats assez probants. Vous avez... Aujourd'hui, moi, je suis fier. Je suis fier qu'on puisse parler du Togo en tant que premier réformateur. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dans l'UMOA, et qu'on puisse avoir un meilleur classement dans Dune Business, qui est aujourd'hui le Be Ready, le Business Ready. Mais il faut dire que ce sont des mécanismes sur le plan international qui permettent à ce que un pays puisse décoller. Et là, ce ne sont pas des résultats qui sont préfabriqués par nos dirigeants, mais il y a une évaluation au niveau de l'international. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de décalage entre ce que ces rapports disent et ce que vivent les populations togolaises? Non, je ne parlerai pas stricto sensu de décalage. Moi, je parle des faits, dans les faits. Non, mais même dans les faits, vous savez, la gouvernance d'un pays n'est pas assez facile. Et s'il faut gouverner un pays, donc il y a l'aspect national, l'aspect international. Donc, il va falloir aussi arrimer les choses. Et vous voyez, lorsque on met des mécanismes, aujourd'hui, je donne un exemple. Lorsqu'on parle du Togo en tant que meilleur réformateur, aujourd'hui, nous avons les atouts en tant que jeunes de créer assez facilement nos entreprises. Et cela fait partie également... Et les entreprises ont également la facilité de mourir également en tant que jeunes. Oui, mais et ça rejoint ce que je disais, cher Roger, lorsque vous mettez même à la base une entreprise sur place, c'est que vous devez avoir un plan d'affaires. Et lorsque vous vous contentez seulement d'aller au niveau de la chambre de commerce, créer cette entreprise et vous n'avez pas de vision pour ça, naturellement, ça va mourir. Mais ce que je voudrais dire, c'est d'inviter les gouvernants. Le Togo a les meilleures notations aujourd'hui, mais tout ce que nous voulons, c'est que qu'il y ait des efforts, des actions soient centrées beaucoup plus sur le meilleur devenir des populations. Et lorsque nous, qui nous définissons comme population, nous ne devons pas aussi rester les bras croisés. Donc, chacun doit essayer de faire quelque chose. Parce que le gouvernement ou bien le parti au pouvoir ne peut pas résorber tous les problèmes. Mais chacun, à son niveau, peut faire sa part. Vous voyez, si nous prenons cette micro ou bien cette entreprise qu'est votre structure, mais je tire fière chandelle aux promoteurs. Parce que ils ont su mettre, disons, une stratégie en place qui nous permet, nous autres, de venir sur ce plateau, d'avoir de la visibilité. Mais j'avoue, je comprends derrière leur peine, parce qu'il faut honorer un certain nombre d'engagements. Mais comme il y a déjà une vision, il y a une mission, il y a des stratégies qui sont développées, donc ça ne sera pas de la magie, mais graduellement, vous verrez les récompenses, vous allez goûter aux fruits de cette entreprise. Déjà, c'est déjà bon. Je ne peux que vous encourager et dire une fois de plus à nos gouvernants, nous savons qu'ils portent les aspirations des populations du peuple togolais, mais il va falloir que on puisse un jour dire assez rapidement que les populations se sentent un peu soulagées. Je voudrais revenir un peu à notre sujet en rappelant que normalement, à partir du moment où dans une république, nous avons une opposition affaiblie. Au moins, ce constat-là, on le partage quand même. Au moins, ce constat d'une opposition affaiblie. Mais lorsqu'on a une opposition affaiblie,
ou quasi inexistante. Dans les faits, est-ce que finalement, ça ne plonge pas le parti au pouvoir lui-même dans une forme de léthargie, puisque n'ayant plus de pression, n'ayant plus de challenge, est-ce que cette opposition affaiblie ne sape pas la vision même du parti au pouvoir pour sa 5e République, dans laquelle il est promis beaucoup de choses, en tout cas le bonheur de Togolais et tout. Et ce n'est pas, je le pense humblement, ce n'est pas du rôle du parti au pouvoir de donner assez de tonus au parti politique de l'opposition, parce que le parti au pouvoir... C'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais oui, je suis en train de répondre tout en faisant des analyses. Le parti au pouvoir joue toujours dans des stratégies de conservation du pouvoir. Et tout parti politique, légalement... Quitte à affaiblir son opposition. Quitte à affaiblir son opposition par des actions, par des actions concrètes sur le terrain. Et les actions concrètes, c'est engranger des points. Et je crois que aux dernières législatives, le parti au pouvoir l'a démontré que il peut s'investir sur le terrain pour avoir le maximum de points. Maintenant, aujourd'hui, le désert politique qu'on constate au niveau de la classe politique de l'opposition, heureusement que eux tous ont fait le constat que ils sont en train de tourner en rond. Ils tournent sur un même point, mais ils n'arrivent pas à prendre leur élan. Ou bien ceux qui avaient tenté de prendre leur élan ont été affaiblis même au sein de leur coquille. Donc, je suis content aujourd'hui lorsque j'ai suivi la dernière fois le président de l'Alliance nationale pour le changement, monsieur Jean-Pierre Fabre, qui a fait le constat qu'il faut aller à la remobilisation de la masse. Donc ça, c'est déjà une prise de conscience que l'opposition togolaise est quasi inexistante aujourd'hui et que cela a pour souche également le fait qu'il y a un souci même d'alternance au sein même des organes de direction de ces partis politiques de l'opposition. Hier, je suivais ou bien je lisais un papier, un article rendant compte du fait que Maître Apévon et son parti politique, les FDR, ont demandé des messes pour la réussite de leurs actions politiques, pour un changement. Oui, au-delà des prières, il faut agir. Il demande des messes aussi. Non, mais je ne l'ai pas dit en mal, mais je dis au-delà des intentions de prière, il faut qu'on puisse passer aux actes concrets. Alors, on remarque ces derniers temps un désintéressement de la chose politique de la part des Togolais. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais est-ce que à terme, ce désintéressement-là ne risque-t-il pas finalement de poser un problème de légitimité pour ceux qui gouvernent justement le pays? Non, mais je crois que c'est parce que en essayant de comprendre votre question, il faut dire le désintéressement n'est pas imputable au parti au pouvoir qui essaie d'engranger des points sur tout son parcours. Mais le désintéressement résulte de la déception que les militants de ces partis de ces partis de l'opposition politique ont exprimé le désintéressement. Donc c'est dire que à un certain moment les militants assimilés un temps soit peu ou bien à un moment donné aux populations togolaises dans leur globalité ont été déçus par les actions qui ont été portées par leurs leaders, leurs politiques. Le désintéressement doit être également source d'interrogation pour ces leaders de l'opposition et je le disais tantôt, le fait que le président, l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, ait eu, disons, cette humilité d'aller sur le terrain de la remobilisation, c'est qu'ils ont fait, ils ont tiré leurs conclusions de leur improductivité, de leur inaction et de la non-réussite de leur stratégie d'antan. Donc, on espère qu'ils vont essayer de faire de leur mieux pour que les choses puissent marcher. Mais ce n'est pas parce que les partis politiques de l'opposition n'arrivent pas à conquérir le pouvoir qu'il faut jeter de l'anathème sur le parti au pouvoir. Je l'ai dit et je le redis, le parti au pouvoir, tout parti au pouvoir joue dans ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Et aujourd'hui au Togo, on ne peut pas parler de monolithisme politique. On parlerait de monolithisme politique si je voudrais revenir au temps des Yadema où les libertés d'action, d'expression, de parole étaient assez contrôlées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je dirais même heureusement, sinon on n'aurait même pas eu cette opportunité de réfléchir sur ce sujet, sur ce plateau avec plaisir. Alors, Credo Tété, merci d'être passé ici sur ce plateau. Je retiens que pour vous, il n'y a pas de monolithisme politique, mais il y en avait eu au temps du père, donc du général Eyadema. Je retiens également que vous avez pointé du doigt
le manque d'alternance au niveau de l'opposition, mais apparemment le manque d'alternance au niveau du pays, ça, il n'y a pas de problème. Mais je vous laisse quand même 30 secondes si vous avez quelque chose à Non, ajouter. je n'ai pas dit, je voudrais juste, en 30 secondes, je voudrais juste rectifier cette intention que vous me prêtez. Je n'ai pas parlé de l'alternance au niveau du pays, parce que en ce sens, je voudrais citer l'ancien ministre, ou bien le ministre Pascal Bodjona, qui a dit que au sommet de l'État, l'alternance ne se décrète pas. Donc, c'est dire qu'il faut travailler pour avoir cette alternance. Et il faut travailler également au niveau des partis politiques, de tous les partis politiques, pour qu'il puisse y avoir le renouvellement de la classe politique. Au sein du parti UNIR, il y a les jeunes qui prennent déjà les décisions que cela soit fait dans tous les partis politiques. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je vous donne tout simplement rendez-vous dans le prochain numéro d'Écho du Togo. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre beau pays, le Togo.